Près de 400 militaires vont se retrouver au Tchad, ceux-ci de nationalité hongroise. La Hongrie a décidé d'envoyer des militaires sur le territoire tchadien. Celle-ci dit vouloir aider et épauler le Tchad à lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme, mais également contre l'immigration sur son sol. La Hongrie a décidé de le faire d'ici 2024 avec la coopération des forces armées tchadiennes. Le contingent aura donc pour mission de contribuer à l'arrêt des migrations, soutenir les efforts antiterroristes sur le territoire tchadien et fournir un cadre sûr à la mise en œuvre du programme d'assistance humanitaire et économique sur place. Que vont faire ces 400 militaires au Tchad alors que le peuple demande actuellement le retrait des forces militaires françaises de son territoire? N'est-ce pas des troupes de trop au Tchad? C'est l'une des interrogations que l'on pose sur la table de ce programme Regard panafricain. En deuxième partie, nous parlerons de Kidal. Les forces armées maliennes ont affirmé avoir retrouvé un charnier dans la région. Celui-ci vient démontrer les crimes qui ont été perpétrés par les terroristes séparatistes sur le territoire malien, sans foi ni loi, comme on pourrait le dire. Est-ce donc que le mal était suffisamment ancré depuis plusieurs années? On en parlera également dans ce programme en compagnie de notre invité qui n'est nul autre qu'André Christelle Fanga, directeur de publication et analyste. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau en ce début de semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Blegoudé. Je l'ai encore dit. Bégoudé. Oui, voilà. Alors, c'est sûrement que je pense beaucoup au ministre Charles Blé Goudé, président exécutif du COJEP, dont je profite pour saluer et dont j'apprécie sa façon de tenir les choses au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et qui a son congrès, qui va organiser son congrès, et qui a invité un brillant Camerounais appelé Yannick Lekabot, du côté de un jeune de la région de l'Est du Cameroun, qui est parmi ses invités par rapport au congrès. Donc vous voyez pourquoi Blé Goudé toujours, à chaque fois que je me retrouve sur votre plateau, bien dans un lapsus vos studios, justifié. Un lapsus justifié. Donc il y a cette relation-là qui est là depuis beaucoup d'années. Vous savez, moi j'ai fait partie de la jeunesse du président Biya à une époque. J'ai été membre du bureau, presque membre fondateur de la Presby. Et avec la FESI, vous connaissez bien la FESI en Côte d'Ivoire, la fédération estudiantine, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, voilà, qui est un mouvement aussi qui est né après la Presby, justement parce qu'ils ont vu ce que le mouvement de jeunesse ici au Cameroun faisait. Ils sont allés reproduire la même chose. Et la plupart des grands leaders jeunes aujourd'hui de la Côte d'Ivoire sortent justement de la FESI. J'ai pris l'exemple du ministre Charles Blé Goudé, l'exemple de Kimba Fori Soro-Guillaume, l'exemple du secrétaire actuel adjoint, je crois, Damana Picasse, qui est aussi issus de la FESI. Ils sont nombreux, ces jeunes-là, qui font la politique actuelle ivoirienne, qui sortent de ce regroupement-là. Bon, nous espérons aussi que chez nous, au Cameroun aussi, nous allons être aussi au devant de la scène, comme ça. En attendant, bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur For You Media, voilà, sur toutes les plateformes que je n'ai plus besoin de citer. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions, André Christelle Fanga. Merci à la partie technico-artistique. Vous l'avez dit, juste après cette transition, on démarre les échanges. Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes For You Media Africa, de nous écouter à travers la radio, For You Radio, la 96.3 FM pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala et ses environs. Merci également de nous recevoir à travers vos petits écrans sur For You Télévision. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme Regard panafricain. On accueille, nous parlons des présidentielles au Libéria, André Christelle Fanga, où on a constaté
constater que le président George Weah a cédé la place au nouveau président élu, Monsieur Boakai, en lui souhaitant évidemment le meilleur dans l'accomplissement de cette nouvelle mission à la tête de l'État, même si l'on rappelle, c'est un vieux crayon qui revient tout simplement aux affaires. On rappelle que l'élection présidentielle a livré son verdict avec 50,89% des suffrages. Et puis pour l'opposant Joseph Boakai, et puis 49,11% des voix étaient réservées à George Weah. Comment avez-vous apprécié cette décision, cette déclaration de se retirer et de féliciter son collègue politique? Alors, Madame Madone, oui. Il faut comprendre une chose, c'est que les concepts occidentaux de démocratie, c'est justement ce que nous voyons. Les concepts, pourquoi? Parce que dans les concepts européens ou bien de ce impérialisme capitaliste, c'est de créer des concepts pour nous faire imiter ces concepts-là. Ces concepts, par exemple, la démocratie est un concept occidental. Et ce concept-là, c'est que tout le monde, quand vous avez perdu l'élection, ou bien soi-disant, les gens n'ont pas voté pour vous, n'est-ce pas? Ou bien quand vous n'avez pas été le choisi de la majorité, n'est-ce pas? Selon l'Occident, le choisi de la majorité, alors vous devez reconnaître votre victoire. Sachez que le Libéria aujourd'hui veut, on est en train d'imposer, en fait, l'Occident impose un certain rythme de démocratie. Un certain rythme de démocratie, pourquoi? Parce que à chaque fois, le Libéria est un pays phare, hein, il faut qui en Afrique de l'Ouest et au niveau, surtout l'Afrique francophone, anglophone, pardon, on utilise des pays comme le Libéria comme des phares. Des phares pour éclairer les autres. Pourquoi? Parce que le Libéria, d'abord, c'est un pays qui a vécu une guerre civile énorme, qui a traumatisé beaucoup de Libériens. Donc, ils sortent de quelque chose, d'une guerre fratricide qui a duré longtemps et qui a tué beaucoup de gens. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, vouloir implémenter, soi-disant, ce qu'on appelle la démocratie occidentale est un projet mûri et pensé. Vous avez vu quand Sirleaf Johnson était face à ce même George Weah. George Weah était au plus haut fort de sa popularité. Je dis bien au plus fort de sa popularité. Et d'ailleurs, tout le monde savait qu'il était le gagnant de cette élection. Mais après des conciliabules, selon les informations que nous avons eues et tout le reste, c'est Johnson Sirleaf qui sortait du FMI, de la Banque mondiale, en fait des institutions de Bretton Woods, oui. Qui était fonctionnaire international. Et vous savez qu'il y a un vieux projet. Tous les fonctionnaires internationaux africains, leur rêve quand ils reviennent chez nous en Afrique ou bien quand ils prennent leur retraite d'être conditionnés par la présidence de la République. Exemple, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux comme ça qu'on peut prendre des exemples que dès qu'il finit sa carrière à l'international, le futur projet, c'est de devenir président. Donc, vous comprenez que Sirleaf Johnson, revenu des institutions, devenu président, face à Weah qui avait la grande majorité, qui avait presque gagné cette élection, mais on a vu comment les conciliabules ont fait que chacun on s'est arrangé. Maintenant, quand son temps est passé, on a maintenant remis Weah en selle. Weah maintenant a fait son temps, même si c'est un mandat. Oui, effectivement. Il a fait son temps et maintenant on passe à autre chose. C'est un peu cette démocratie-là. Et c'est un peu la même démocratie qu'ils ont imposée au Sénégal. Soi-disant 2 mandats et tu t'en vas. 2 mandats et tu t'en vas. Mais tout le monde le sait que 2 mandats ne peuvent pas apporter. Vous ne pouvez pas tout donner en 2 mandats. Il ne faut pas qu'on imite bêtement l'Occident. Les États-Unis ont 2 mandats de 4 ans. La France a 5 ans. Les autres ont les 5 ans.
Mais c'est des pays déjà construits. Ils ont déjà tous les infrastructures nécessaires. Il y a de cela, ils ont construit ça, ça fait près de 100 ans aujourd'hui. Mais vous venez un pays qui a à peine 50 ans d'indépendance, 60 ans d'indépendance. Je dis bien, et ça c'est la civilisation il y a de près de 300 ans dont on parle. Parce qu'on parle des États-Unis, on parle de l'Angleterre, on parle de la France, on parle... C'est des pays qui ont eu une civilisation, qui ont connu leur révolution industrielle il y a près de 100 ans aujourd'hui passé. Donc ils peuvent parler de démocratie. Ils peuvent parler de tout ce que vous entendez là, d'alternance au pouvoir. Mais n'oubliez jamais que dans ces pays-là, il y a eu des royaumes. Et quand les pays comme ça ont décidé de tuer le roi, on est arrivé à ce qu'on appelle les républiques. Mais c'était d'abord des royaumes. Et ces royaumes-là, c'est eux qui ont bâti ces nations-là, qui ont construit des hôpitaux, qui ont presque implémenté tout ce que la France a aujourd'hui. Ou bien les États-Unis, ou bien tous ont aujourd'hui. Donc ils ont un tissu industriel fort, ils ont un tissu social fort, ils ont un tissu éducationnel fort, ils ont tous les instruments, n'est-ce pas, qui peuvent survivre sans l'apport d'un homme fort. Alors que chez nous en Afrique, rares sont les pays qui sont construits. Rares les pays qui ont une autonomie, un développement accru, qui peuvent dépendre d'eux-mêmes, qui peuvent dépendre de leur énergie, qui peuvent dépendre de leur barrage, qui peuvent dépendre de leur économie, qui peuvent dépendre de leur démocratie, soi-disant. Ils sont rares. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il existe un pays comme ça en Afrique. Parce que même l'Égypte, qui est très bien développée, qui a des infrastructures, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, tous ont encore les mêmes problèmes. Parce qu'au Nigeria, il y a toujours les problèmes d'électricité. Oui. Il y a toujours les problèmes de route. Il y a toujours les problèmes d'hôpitaux. Il y a toujours tous ces problèmes-là des banlieues. On ne dit pas que tout doit être modernisé à 100% pour que nous puissions véritablement comprendre que nous avons nous sommes véritablement développés. Non, mais il y a quand même un minimum où il y a les routes, il y a de l'eau, il y a des hôpitaux, il y a l'électricité, quand même dans les plus grands, prenons l'exemple du Cameroun, il y a 10 régions. Au moins que dans les 10 régions, qu'il y ait des infrastructures capables de résoudre les problèmes de tous les Camerounais dans ces 10 régions-là. Donc, pour simplement dire que c'est une imitation bête, n'est-ce pas, au Libéria, où on a soi-disant une démocratie qui n'apporte rien au peuple. Vous aurez préféré que le président libérien, George Weah, l'ancien président, avec ce léger pourcentage qui le séparait de Joseph Boakai, revendique sa victoire, parce que c'est cette décision, en fait, après ce pourcentage minuscule qui le sépare de Joseph Boakai, qui donne à s'interroger, qui donne à soit ressentir de l'admiration, soit de la stupeur, par exemple, face à cette attitude. Il s'écarte totalement de la vie présidentielle désormais. Il laisse la place et d'ailleurs souhaite le meilleur publiquement avant même que les résultats finaux soient publiés. Comment interpréter cela? Est-ce une leçon de démocratie? Mais vous ne faites que revenir vers le mot démocratie que je n'aime pas. Puisque nous parlons de démocratie, Fanga, je n'ai pas le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors comment devrais-je appeler cela? Un concept occidentalisé, c'est-à-dire la démocratie occidentale. Vous savez, ce qui se passe au Libéria, c'est passé en Gambie. Oui. Avec Yahya Jammeh. Yahya Jammeh a reconnu sa défaite. Après, il s'est rendu compte qu'il a été trompé. Il a voulu s'agripper encore pour c'était déjà tard, il avait déjà reconnu sa défaite. Et finalement, la CEDEAO s'est mobilisée pour justement le mettre hors d'état de nuire. Il s'est réfugié en Guinée équatoriale, Yahya Jammeh. C'est ce que j'essaye de vouloir dire d'une autre façon. Que George Weah se rendra compte qu'il a été dupé.
Et le même scénario se reproduira. Parce qu'en réalité, les élections soi-disant démocratiques ne nous apportent rien du tout. C'est ce que j'essaie de dire à la fin. De faire comprendre que la soi-disant démocratie ne nous aide pas à nous développer. Citez-moi un seul pays qui s'est développé après les élections. Chez nous en Afrique. Aucun. Aucun pays ne s'est développé après les élections. Parce que pour que vous développez avec une élection, il faut véritablement que le peuple soit mature. Et pour que ce peuple soit mature, il faut qu'ils aient la bonne éducation politique. Et peut-être que les hommes politiques également soient bien ancrés. Exactement, parce que l'opposition, ce n'est pas seulement s'opposer à l'ordre gouvernant. L'opposition peut être là pour accompagner le pouvoir à réaliser. D'être une force de proposition, d'être une force de, n'est-ce pas, de recadrage du gouvernement ou bien du parti politique au pouvoir. Mais vous constatez qu'en réalité, c'est des antagonismes que nous avons. Nous avons plutôt des confrontations politiques. Nous n'avons pas des élections, nous avons des confrontations politiques. Et quand il y a confrontation politique, ça veut dire qu'il y a les blessés. Il y a même des morts. Il y a même des cassures. Et ça, quand il y a cassure, pour reconstruire, pour que même celui qui a soi-disant gagné cette élection, il faut reconstruire. Et reconstruire prend du temps. Et c'est pour ça que les Européens ont trouvé ce concept-là important pour nous l'envoyer. Parce que tout ce qu'ils ont trouvé que c'était bon, ils ne l'ont pas donné. Je dis bien tout ce que l'Occident impérialiste a trouvé bon, ils ne l'ont pas donné. Ils nous prêtent de l'argent. Ils nous apportent l'aide. Vous savez que ces deux choses-là n'ont jamais développé un pays. L'aide, la dette. Ces deux choses-là n'ont jamais développé un pays. Le Gabon en souffre actuellement, d'ailleurs. Exactement. Ils sont nombreux de pays comme ça qui en souffrent de l'aide et de la dette. Et d'ailleurs même, l'aide maintenant, c'est que tu légalises l'homosexualité, on t'apporte de l'aide. On t'apporte les subventions, on t'accorde les crédits à l'international. Donc, vous comprenez que si ces éléments que l'Europe veut nous imposer, étaient des instruments qui pouvaient nous aider, ils ne nous auraient pas donné ça. La preuve en est, l'Afrique a besoin de quoi, par exemple, urgemment? L'Afrique a besoin de s'industrialiser, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il nous faut la technologie pour produire, ou bien pour transformer, n'est-ce pas, nos ressources naturelles en matières premières. Matières premières qui vont permettre d'avoir des produits qui vont permettre notre développement. Qui vont résoudre les problèmes de chômage, qui vont résoudre les problèmes de sous-développement. Vous savez que l'Europe lutte contre le chômage au travers de nos matières premières. Parce que leurs industries tournent, parce qu'ils prennent du brut ici. Vous imaginez le nombre d'emplois seulement que le bois, la transformation du bois peut donner en Afrique. Je dis, on décide de ne plus envoyer du bois, on envoie du bois fini. Ou bien seulement des meubles bien déjà travaillés. Vous imaginez de l'abattage jusqu'à la transformation, le nombre d'emplois que ça peut créer, c'est inimaginable. Mais vous savez qu'on ne peut pas nous le donner. On va seulement nous donner l'aide pour planter les arbres. On vous donne l'aide pour planter les arbres. Donc, pour simplement vous dire que ce que George Weah, c'est normal. Pour ceux qui aiment la démocratie, bravo, ils sont démocrates. Donc, nous apprécions ce geste démocratique. Merci beaucoup d'avoir servi l'Afrique à ton niveau jusqu'à ce moment où tu quittes le pouvoir au Libéria. Mais, pour moi, la démocratie n'est pas un élément de notre développement. Merci André Christelle Fanga, c'était là notre sujet d'accueil où nous revenions sur l'élection au Libéria avec la sortie saluée du président George Weah après seulement un mandat, avec une séparation entre les deux candidats qui étaient au coude à coude depuis plusieurs semaines déjà, très minime, mais George Weah a accepté sa défaite et a salué la victoire de son rival politique. À présent,
parlons de forces militaires sur le territoire africain, notamment au Tchad. Après les militaires du Niger qui se sont rendus au Tchad pour pouvoir rallier à Paris directement, et également la force militaire française sur le territoire tchadien, qui est d'ailleurs très contestée par les populations depuis quelques mois déjà, mais également le flou du président Mahamat Idriss Déby Itno à se prononcer sur ces questions. On nous annonce à présent que la Hongrie enverra des militaires dans le but de lutter contre l'immigration sur son sol. La Hongrie a décidé de déployer en 2024 près de 400 militaires au Tchad, ça c'est le chiffre officiel, pour aider à la lutte contre le terrorisme également. Cette force militaire devra venir appuyer et épauler les forces armées tchadiennes. André Christelle Fanga, ce pays d'Europe qui se lève et décide d'aider militairement le Tchad. Est-ce que vous comprenez cette décision, cette annonce qui tombe comme un cheveu dans la soupe? Ben, écoutez, je vous ai dit une chose ici, c'est que s'il y avait quelque chose de bon en Europe et qui pouvait aider l'Afrique, l'Europe ne le envoyerait jamais. Je dis bien s'il y avait quelque chose de bon en Europe et qui pouvait aider les Africains, l'Europe n'enverrait jamais ça en Afrique. Tout ce qu'ils nous ont envoyé, même l'éducation qu'ils nous ont donnée, soi-disant Macron se vantait avec, ou bien certains politiciens européens, surtout français, se vantaient, oh, on a apporté la civilisation. D'ailleurs, il y a les pays qui continuent à payer le prix de la civilisation, de la colonisation. Donc, ils doivent remercier la France de les avoir colonisés. C'est-à-dire la France a apporté l'éducation, le développement, je ne sais pas quoi d'autre. Donc vous comprenez que si même l'éducation, ils ne nous ont pas donné la bonne éducation, ils continuent dans leurs livres et dans les livres qu'on apprend à nos enfants, dans le système scolaire actuel, avec plein de mensonges, de contre-vérités, des choses qui ne sont pas vraies. C'est les militaires qu'ils vont envoyer, qu'ils vont venir nous aider. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on fait tout pour maintenir l'Afrique sur les chaînes. Et il y a des pays qui jouent faux jeu, comme le Tchad actuellement, qui joue encore le jeu de la roubladise. Parce que laissez-moi vous dire, le pays qui vient avec ces militaires-là, c'est une foudre de guerre. C'est un pays militairement reconnu. Que vraiment il y a des vaillants soldats, ils ont déjà fait la guerre quelque part, ils ont produit des résultats. La Hongrie, c'est quoi sur l'échiquier européen comme pays? Vous comprenez que c'est juste de la mascarade. En fait, les Français sont revenus sur une autre bannière. Ils se multiplient sur une autre bannière, soit disant que c'est des soldats hongrois. Alors qu'en réalité, c'est des soldats français qui veulent... Et ce n'est pas qu'ils sont arrivés, parce qu'on va pas vous montrer le débarquement. C'est les soldats quittés du Niger, du Mali et du Burkina Faso qu'on reconvertit. Parce que ça c'est on appelle ça le jeu d'écriture. C'est le jeu de l'écriture, non? Donc, ils sont déjà là, n'est-ce pas? Mais on fait des documents. Oui. Pour justifier la présence, n'est-ce pas, de ces soldats sur le territoire tchadien. Est-ce que le Tchad est demandeur? Non. C'est la même stratégie qui a été employée au Mali. Parce que, on dit, c'est le président non, c'était le président de transition, je crois, avant Ibeka, qui demande... Qui envoie une lettre en France, à la France, de venir les aider à lutter contre le terrorisme, n'est-ce pas? Parce que, soi-disant, il y avait une colonne de terroristes qui avait démarré de Kidal pour prendre Bamako, qui était à quelques kilomètres de la capitale Bamako. Donc, il fallait l'intervention française ou bien d'une armée extérieure. Je voudrais vous rappeler qu'avant cette lettre, il y avait une coalition
qui agissaient au Mali, l'armée malienne et l'armée du Tchad, qui étaient en coalition jusqu'à... Ils ont poursuivi, n'est-ce pas, les soi-disant djihadistes dans les derniers retranchements, dans les Ifogas. Dans les Ifogas, c'est le dernier retranchement au niveau du nord du Kidal, vers la fin. Donc, vous comprenez que, en réalité, ce n'était pas pour venir aider le Mali, mais c'était une lettre pour justifier la présence française au Mali. Et la preuve en est, eux-mêmes ils font les statistiques qu'il y a entre 3000 et 1000 djihadistes. Vous envoyez 5100 soldats. Pendant, ça c'est la première année, 2013. Deuxième année, vous êtes à 7000. Troisième année, quatrième année, jusqu'à presque à la 10e année, vous êtes près de 8000 soldats, près de 10 000 soldats sur le territoire malien. Pour lutter contre combien? 300 et 1000, selon les évaluations du ministère de la Défense française. Finalement, en 10 ans, vous n'avez pas pu éradiquer le terrorisme. Ça, c'est le jeu de l'écriture qui a joué ce rôle pour permettre que les pilleurs, les violeurs, les voleurs puissent s'installer sur le territoire malien. C'est la même chose qu'on est en train de voir aujourd'hui avec le Tchad. En réalité, c'est des soldats qui sont déjà sur le territoire tchadien. Il faut seulement un jeu d'écriture, n'est-ce pas, pour leur donner une autonomie, une légalité sur le territoire tchadien. Parce que, regardons le Tchad, est-ce que le Tchad est en plein au terrorisme? La dernière fraction de rébellion que nous connaissons, c'était le FAC, qui a, soi-disant, tué le maréchal. Le président, oui. Idriss. Après ça, le FAC a disparu. Quand la salle besoin a été accomplie, le FAC a disparu. Parce qu'en réalité, le FAC était composé des anciens prisonniers noirs africains qu'on avait arrêtés en Libye. C'est des gens qu'on a sortis de prison. Si vous revoyez les images de ce soi-disant FAC, quand ils sont sur des gens qui n'arrivent même pas à arrêter une Kalachnikov appelée rebelle. Vous voyez que c'est des trucs montés de toutes pièces pour justifier la présence. En fait, le terrorisme et le djihadisme sont des instruments politiques de la France ou bien des États, n'est-ce pas, coloniaux, qui veulent s'imposer sur notre territoire. Et donc, pour justifier leur présence dans nos territoires, n'est-ce pas, ils créent ces groupes rebelles, ils créent des rébellions, ils créent ces mouvements. J'ai fait une analyse. Ils ont deux concepts. Quand politiquement ils ne vous réussissent pas, c'est-à-dire ils créent leurs opposants qui vous déclarent le concept de président élu. Vous connaissez le concept de président élu. Dans beaucoup de pays africains, maintenant, on a les présidents élus. Oui. Et les présidents reconnus, légaux, n'est-ce pas, qui exercent le pouvoir. Au Gabon, on a eu président élu, Jean Ping, n'est-ce pas. Oui. Au Togo, on a eu président élu, Kouadio, je crois que c'est Kouadio quelque chose, n'est-ce pas. On a essayé, en fait, la première implémentation de cette stratégie de président élu et président reconnu, n'est-ce pas, c'était en Côte d'Ivoire, avec Ouattara et Gbagbo. Ouattara était le président élu, n'est-ce pas. Gbagbo était le président reconnu, n'est-ce pas, par la Constitution. Mais finalement, c'est le président, vous voyez que le président élu a été imposé par un coup d'État. Voilà, j'essaie de vous expliquer le concept de comment il fonctionne pour arriver à ce que des armées comme ça s'installent dans nos territoires. Donc, vous avez le concept de la démocratie où on sort avec un président élu et un président reconnu. D'ailleurs, même avant Jean Ping au Gabon, il y a eu un certain Baobam, n'est-ce pas, qu'ils avaient dit quand Ali Bongo a commencé à détourner de la France à un moment donné. On a dit non, il n'a jamais gagné l'élection. D'ailleurs, qu'il était même troisième. C'est Baobam qui avait gagné les élections. Et on a voulu agiter Baobam peut-être 1 an ou 2 ans après les élections pour qu'il réclame sa victoire. Et ça a créé beaucoup de problèmes au Gabon. Donc, au Cameroun, vous avez un président élu. Et un président reconnu par la Constitution. Oui. Et vous avez vu qu'après le président élu, il y a eu des marches qui devaient aboutir au désordre ou bien ce que vous appelez la désobéissance civile et l'insurrection. À l'insurrection. Après, c'est la guerre. Après, on calcule parce que dans ce genre de marche, on va mettre 2 bandits avec 2 pistolets, n'est-ce pas? Et quand il y aura les marches bousculades à gauche, à droite, ces 2 bandits-là vont tirer sur
les populations même qui sont dans le groupe, on va dire que oh, le gouvernement est en train de tuer les civils ou bien les policiers, et ça fait que la communauté internationale doit se saisir de l'affaire et doit intervenir. Voilà les concepts. Ça, c'est le concept politique. Maintenant, ils ont le concept des rébellions. Quand politiquement, vous n'arrivez pas à céder. Maintenant, ils ont le concept des djihadistes terroristes. Exemple d'un pays où les djihadistes et les terroristes se sont installés, le Mali, Burkina Faso, n'est-ce pas? Bon, en Côte d'Ivoire, les rebelles de Ouattara ont réussi jusqu'à pénétrer avec la bénédiction de l'ONU et la France, le 24e BIMA, qui a accompagné les dosés, les communes de Ouattara jusqu'à Abidjan. L'ONU a bombardé. L'ONU a bombardé le palais présidentiel. On voyait les chars onusiers autour du palais présidentiel en Côte d'Ivoire. On voyait comment les hélicoptères français déposaient les snipers qui tuaient les Ivoiriens comme des mouches. On voyait les chars écraser les gens sur le pont d'Abobo comme des mouches, comme la pâte. Ils écrasaient. Voilà. Donc il y a ça. Vous avez l'Ambazonie au Cameroun. L'Ambazonie est un concept européen, conçu de toutes pièces, soi-disant mettant dans la tête des gens que vous aurez votre État. Pourquoi? Parce que dans une zone comme le Cameroun, dans la zone du sud-ouest, parce que le nord-ouest n'a rien, c'est la zone du sud-ouest qui est la plus visée. Le Cameroun ayant remporté de manière diplomatique la confrontation Cameroun-Nigeria, c'est-à-dire le procès de Bakassi, et que le Cameroun ait récupéré, n'est-ce pas, ce territoire hyper pétrolifère, hyper riche, convoité par la France. D'ailleurs, Elf et Total exploitaient déjà du pétrole là-bas de manière illégale depuis des années. Maintenant que le Cameroun a récupéré ce territoire diplomatiquement et maintenant veut implémenter une nouvelle politique, la France ne voit pas ça d'un bon oeil, veut absolument récupérer ce territoire avec quelques complicités au Nigeria, n'est-ce pas, pour justement continuer à exploiter. Donc il faut rendre ingouvernable le sud-ouest, n'est-ce pas, parce que c'est la zone d'attraction. Le nord-ouest n'est qu'un accompagnateur. Et d'ailleurs, la plupart des gars qui font le désordre dans le sud-ouest, n'est-ce pas, c'est les gars venus du nord-ouest. Donc, il ne joue que les troubles faits pour qu'il n'y ait pas d'alcalmie et qu'on ait, soi-disant, ce faux État appelé Ambazonie. Vous avez le Togoland, quand M. Nana Akufo-Addo était encore vraiment lucide et qui tenait des discours panafricanistes. Je parle du président du Ghana. Oui. Quand il reprochait même Macron en mondiovision. Mais à un moment donné, il a retourné la veste. Et pourquoi il a retourné la veste? Parce qu'on lui a créé dans son territoire une rébellion appelée le Togoland. Ce Togoland qui voulait diviser justement le Ghana, qui voulait prendre une partie du Ghana et faire un État, et qui avait déjà la bénédiction des États-Unis. Donc vous comprenez que des concepts comme ça sont implémentés un peu de partout. Vous avez en Centrafrique le concept Balaka, anti-Balaka et Seleka, qui devait justement mettre davantage le pays en lambeaux. Et la France, avec son opération Sangaris, est venue s'installer pour soi-disant séparer deux frères. Mais à quoi répond cette force de la Hongrie? D'ailleurs, on rappelle quand même que l'armée hongroise n'a pas suffisamment d'éléments. D'après les informations que l'armée elle-même a pu diffuser, les éléments ont été revus à la baisse depuis plusieurs années. Alors, comment expliquer qu'une centaine de militaires, que plusieurs centaines de militaires hongrois se retrouvent au Tchad pour appuyer les forces armées tchadiennes dans la lutte contre le terrorisme ou encore dans la lutte contre l'immigration? Est-ce que des militaires vont donc aller se placer aux différentes frontières du Tchad et l'immigration se passe au Tchad. Il y a l'immigration au Tchad. Des Tchadiens partiraient non, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui aiment, je dis au Tchad. C'est un pays d'immigration. Le Tchad est un pays d'immigration. On connaît les pays où on a besoin d'aide, n'est-ce pas, pour lutter contre l'immigration. Oui. En Libye. En Libye, par exemple. En Algérie. Oui. Voilà les pays où on a besoin d'aide pour essayer de limiter les frontières pour qu'il n'y ait pas assez. Au Niger aussi. Oui. Avec son long désert. Mais même jusque-là, la Hongrie, l'armée n'est pas une foudre de guerre,
n'est pas assez représentatif, même en héros. Avec environ 16 000 militaires seulement. Et on prend 400 militaires. Ça, c'est le chiffre officiel pour l'instant. Écoutez, oui. Je vous ai répondu clairement à cette question. Ce n'est pas les soldats hongrois. Parce que l'Hongrois lui-même n'en a pas de soldats. Assez. Pour... Mais c'est des soldats français qu'on veut trouver. On a trouvé. Vous savez que les Français sont capables de tout, non? Ils sont capables de prendre 400 militaires et donner les papiers hongrois. Mais comme c'est des blancs, on ne sait pas distinguer. Voici un Français, voici un Belge, voici un Hongrois, voici un Danois, voici un Portugais, voici. Non. On sait tous que c'est des blancs. Et n'oubliez pas, il y a une task force européenne sur le territoire africain. C'est-à-dire une force européenne, n'est-ce pas, qui était chapeautée par la France, qui était installée au Mali. Et vous avez vu ce débarquement de soldats rentrer chez eux? Est-ce que vous avez vu les soldats qui formaient ce bloc européen sur le territoire africain rentrer chez eux, qui étaient au Mali, qui étaient au Burkina Faso? Non. Ils se sont redéployés quelque part. Et si, première des choses, la France ment sur le nombre de soldats qu'ils ont sur le territoire nigérien, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut trouver rapidement, n'est-ce pas, des stratégies, comment recycler les soldats qui sont dans les Sissongo, si on peut l'appeler ainsi. Ils ont plein de soldats dans les Sissongo. Il faut légaliser leur situation. Et c'est la légalisation de cette situation-là maintenant que vous voyez soi-disant débarquement de 400 soldats hongrois sur le territoire tchadien pour lutter contre... Bon, s'il fallait déployer les soldats hongrois sur le territoire africain, c'est au Tchad. Qui ne peuvent pas envoyer ça ailleurs. Le terrorisme frappe où? Est-ce qu'il y a le terrorisme au Tchad? Ils vont dire qu'il y a le terrorisme dans le Sahel, dans tout le Sahel. On sait que la France donne... En fait, ils sont en train de disséquer, n'est-ce pas? Après, vous allez entendre 400 soldats danois ont débarqué aussi au Tchad. Après, vous allez entendre que 500 soldats allemands ont débarqué aussi au Tchad. En fait, pour essayer de donner une légalité, n'est-ce pas, à tous leurs soldats qui sont en débandade dans la zone du Sahel en réalité. Parce que les enjeux du Sahel sont énormes. Ils sont en train de préparer une guerre dans le Sahel. L'Europe et la France en particulier préparent une guerre dans le Sahel. Et cette guerre ne va pas s'arrêter au Sahel. Elle doit embraser toute l'Afrique. Parce qu'il faut détruire le plus grand nombre d'Africains possible. Pour qu'on ait une Afrique sans les Africains. Pour que l'aide humanitaire soit une priorité. Parce que tout le désordre qu'ils veulent créer, c'est pour qu'on crée des couloirs humanitaires, l'aide militaire, n'est-ce pas, qui vont se déployer sur le territoire africain. Et là maintenant, on va chanter leurs louanges. Merci à l'Union européenne, merci aux Nations Unies, merci pour l'aide, pour le riz, pour les machins. Donc ils ont déjà rempli des produits stérilisants. Vous savez que la plupart des produits de l'aide humanitaire sont des produits pour empêcher aux femmes d'enfanter. Oui. La plupart des vaccins sont faits pour rendre les hommes impuissants. En fait, on fait tout pour réduire la maternité en Afrique. La preuve en est l'un des projets de Bazoum, l'ex-président du Niger, c'était de réduire le taux d'enfantement des femmes nigériennes parce que c'est le plus grand taux d'enfantement dans le monde. Au Niger, une femme fait entre 5 à 10 enfants au Niger actuellement. Donc vous voyez qu'ils accouchent beaucoup. C'est pour le moment aussi de sensibiliser nos sœurs vraiment à accoucher. N'ayez plus peur que mes seins vont tomber. Parce qu'ils sont nombreux comme ça qui vous disent qu'ils n'accouchent pas parce qu'elle ne va pas allaiter, parce que ses seins vont vite tomber. Tu vas vieillir, maman. Ce qui est sûr, tu vas vieillir. Est-ce qu'il n'y en a pas qui pensent à réduire la natalité juste à cause des conditions difficiles dans le pays? C'est un faux concept.
Nous étions les 15 dans les familles. Une maman chez nous a poussé 15, 20 dans des conditions les plus difficiles que par rapport à aujourd'hui où tout est allégé. On avait des femmes qui faisaient 10, 15, 20 enfants. Vous voyez un peu? Oui. Pourquoi ils ne mouraient pas? Pourquoi ils ne pensaient pas aux conditions difficiles? Nos familles sont devenues des grandes familles parce qu'il y a eu des femmes qui ont allaité. Pour simplement dire que, en fait, c'était une légère digression, hein, oui, pour simplement dire que l'objectif de cet Occident, n'est-ce pas, c'est de créer des conditions pour que l'Africain ne puisse pas se développer. Il faut davantage déployer des armées, n'est-ce pas, pour venir contrôler nos territoires. Par exemple, si une armée, il y a trop de forces de défense étrangères au niveau du Tchad, c'est pour contrôler le Soudan. C'est pour contrôler le Niger, c'est pour contrôler le Centrafrique, c'est pour contrôler le Cameroun. Parce que c'est les pays les très vite frontaliers, n'est-ce pas, au Tchad. Parce que quand dans cet environnement-là, ils vont vite intervenir. Oui. Et d'ailleurs, il y a une base militaire française qui est très bien installée au niveau du Tchad. Donc vous comprenez pourquoi le déploiement de soi-disant 400 soldats hongrois. Merci André Christelle Fanga pour cette lecture. Le Tchad n'a donc pas besoin d'une force militaire de trop et surtout pas une force hongroise. Pour vous, il n'y a aucun justificatif. Alors lutte antiterroriste, lutte contre l'immigration, appui certains aux forces armées tchadiennes. L'armée tchadienne est suffisamment parée. Mais écoutez, il n'y a pas une force commune dans la sous-région comme l'armée tchadienne, oui. C'est une armée vraiment aguerrie. Bon, ça, c'était peut-être avec le maréchal Idriss Déby. Oui, mais pareil en matière de terrain, hein, parce qu'il faut dire que l'armée du Tchad est très aguerrie sur le terrain, surtout dans les zones sahéliennes. Dans les zones où vraiment c'est le désert. Parce qu'ils sont dans cette... Et sachez qu'ils ont... on appelle ça quoi? C'est des pays de guerre. Ils sont habitués à la guerre. C'est des gens qui sont nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Ils ont vécu la guerre dans leur chair. Donc, c'est des soldats très bien aguerris, c'est des gens très bien aguerris en matière de terrain. Donc, et en plus de ça, parce que je le dis pourquoi? Parce qu'ils ont côtoyé beaucoup d'autres armées, comme l'armée du Cameroun. Il y a eu une coalition armée du Cameroun et armée du Tchad contre Boko Haram. Et j'ai des frères et des amis qui ont été avec eux sur le terrain. Mais ils vous disent que l'armée du Tchad, il y a trop de courageux sur le terrain. Oui. Mais en matière de stratégie, ils en manquent un peu de stratégie. C'est des bons guerriers, c'est des bons soldats pour la confrontation face à face. Mais pour les stratégies de guerre, ils ont besoin d'apprendre des autres soldats. Donc, mais mine de rien, c'est une armée bien aguerrie, bien formée. C'est des hommes de guerre. Maintenant, faire croire que c'est pour leur apporter un soutien quelconque. Non, c'est faux. D'ailleurs, il y a eu des rébellions au Tchad. Il y a eu des attaques au Tchad. Qu'est-ce que l'armée française a apporté? Qui est installée là depuis longtemps, avec une base militaire assez sophistiquée, avec des hélicoptères, avec des avions, avec des militaires, avec des armes, des chars, avec tout l'arsenal que vous connaissez. Ça a apporté quoi? Ça a défendu du Tchad contre le FARC, ou bien des autres rébellions, ou bien ça a apporté quoi au Tchad? Rien du tout. Ce n'est pas les 400 soldats hongrois qui apporteront quelque chose de plus à cette armée-là, ou bien à ce pays-là, alors que le pays a besoin d'autre chose. Parce que depuis longtemps, le Tchad a besoin d'un nouveau vent. Après la mort du maréchal Idriss Déby, le Tchad a besoin de quelque chose de nouveau. Et je pense que le maréchal Idriss Déby, avant sa mort, avait amorcé quelque chose d'hyper important, d'amener les Tchadiens à véritablement parler de soi-disant d'élection, ou bien de démocratie. Parce qu'on commençait déjà à voir les Tchadiens vivre ensemble, tenir un débat. Parce que hier, ils ne tenaient pas un débat. Vous comprenez un peu, ils ne discutaient pas. C'était une affaire d'armes, c'était une affaire de soldats. Tu m'énerves, je te tue. Je te fais la guerre. Point. Mais
on a amené les gens à commencer à réfléchir, à penser élection, jusqu'à on a produit des hommes politiques comme Success Masra, aujourd'hui, qui est un opposant. Vous voyez un peu, ils sont nombreux, ces opposants politiques aujourd'hui qui y a maintenant au Tchad, qui peuvent parler de politique. Donc, vous comprenez que, en fait, on n'a pas besoin, d'ailleurs même toute l'Afrique même n'a pas besoin de soldats étrangers sur son sol. Merci André Christelle Fanga. On part du Tchad pour parler à présent du Mali, où les forces armées maliennes ont déclaré dans un communiqué avoir découvert un charnier qui rappelle les atrocités commises par les terroristes sans foi ni loi. Les forces armées maliennes ont promis l'ouverture d'une enquête, d'ailleurs qui est déjà effective. Cette enquête est censée permettre de traduire les auteurs devant la justice. Un charnier, André Christelle Fanga, c'est-à-dire un recoin où on peut regrouper des ossements et tout ce qui va avec, les victimes qui ont été évidemment mitraillées, qui ont été transformées en chair à pâté. André Christelle Fanga, est-ce à dire que le mal était suffisamment profond du côté de Kidal, que c'était une partie du Mali totalement découpée, déconnectée de l'État? Et quand vous avez un gouverneur qui démissionne, le gouverneur de Kidal avait démissionné et avait rallié, en fait, avait fait allégeance aux terroristes. Donc, c'était devenu un no man's land. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez voir les populations jubiler. Les populations jubilent la reprise de Kidal parce qu'ils vivaient un enfer avec ces djihadistes terroristes. Donc, vous comprenez que découvrir le charnier, ce n'est que le début. On va découvrir plein de choses. Si on vérifie même les sous-sols, on va trouver qu'il y a plein de choses qui sont faites. Donc, Madame Bégoudé, le plus grand mal, ce n'est pas ce charnier. Mais c'est ce qui nous ont fait croire que Kidal était imprenable. Je dis bien le plus grand mal, ce n'est pas le charnier. Ce n'est pas ces fosses où on jetait des gens comme la Grèce antique. Vous avez connu ça, la Grèce antique. Vous avez lu la Grèce antique, comment ils jetaient des hommes, des êtres humains, des êtres humains, parfois dans le lac Caïman ou bien dans la cage des fauves, et que les lions s'en régalaient, ou les panthères et tout ça. Le plus grand mal, c'est ceux qui nous ont fait croire que le terrorisme, le djihadisme était bien plus en hauteur. Oui. Était quelque chose de puissant et imbattable. Et qui ont entretenu ces djihadistes terroristes pendant longtemps. Parce que c'est incroyable. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure. Et nous parlons avec douleur. Parce que quand nous regardons 10 ans passés, c'est-à-dire l'armée française a fait 10 ans, la MINUSMA a fait 10 ans, avec près de 30 000 soldats pour lutter contre 3 000 djihadistes terroristes, selon leurs propres évaluations, n'est-ce pas? Oui. Ça fait très mal. Que des gens vous ont perdu du temps et qu'en 2 mois, je dis bien en 2 mois, parce que dès que le Mali a lancé l'opération récupération Kidal, 2 mois ont suffi pour que Kidal tombe, où l'armée française, les soldats européens et la MINUSMA ont fait 10 ans. Je dis bien 10 ans pour récupérer. Donc, et ils n'ont même pas libéré Kidal. Ils n'ont même pas tué un terroriste de renom. On se souvient encore en milieu de l'année où les membres de l'Azawad célébraient l'indépendance. Exactement. Mais vous comprenez, d'ailleurs, mais plus grave. Oui. Le président français, l'ex-président français, François Hollande, a atterri, je crois que c'était à Gao cette fois-ci, où le président Ibeka
était obligé de quitter Bamako pour aller là-bas. Et c'est François Hollande qui l'a reçu. Donc, ils avaient déjà créé un État dans un autre. Voilà ce qui fait le plus mal. C'est pas le charnier. Mais c'est des gens qui nous ont fait croire que Kidal était une forteresse imprégnable. Qu'en 2 mois, Assimi Goïta et ses vaillants soldats ont réussi à déboulonner Kidal en 2 mois. Ça, on peut dire bravo à cette Afrique-là. Bravo aux femmes, bravo à ces vaillants guerriers africains qui démontrent à la face du monde que ce que le blanc disait que c'était impossible et n'a pas réussi à faire en 10 ans, nous l'avons fait en 2 mois. Et ça, nous regrettons tout le temps passé, tout le temps qu'on a perdu, à croire que ces gens venaient nous aider, venaient apporter du soutien aux forces armées maliennes ou bien à l'État malien, à l'État burkinabé, à l'État nigérien. Que venait donc faire François Hollande lorsqu'il annonçait la force qui viendrait comme des anges gardiens libérer le Mali, libérer Kidal? Ben, c'était plutôt la force de pillage, la force de vol. Je dis bien la force de pillage, de vol. Parce que la plupart des avions qui décollaient de là-bas étaient chargés d'or, de diamants, de toutes les matières premières nécessaires qu'ils trouvaient. Parce que c'est impensable et incroyable, madame, que près de 10 000 soldats contre 1000 terroristes pendant 10 ans, ils n'arrivent pas à délivrer le territoire avec les armes, avec les avions de combat, les hélicoptères, les chars, les drones et tout ce matériel aussi puissant. Sans compter l'appui logistique américain qui était basé à Niamey et à Agadez. Parce qu'à Agadez, c'est l'une des bases américaines les plus puissantes en matière de drones qui suivait tout le Sahel. Donc même les Américains sont dans le coup, n'est-ce pas, de ce désordre-là. Donc la découverte de ce charnier n'est pas un fait nouveau. Oui. Et pour nous, ça nous fait mal parce que on pouvait éviter ça. Mais on s'est laissé duper par un soi-disant partenaire qui venait nous aider, qui venait apporter du soutien. Donc, les Français Hollande faisaient que la politique française. On ne peut pas les en vouloir. Il faut nous en vouloir nous-mêmes, à nous qui croyons à cette politique étrangère, pour qui va venir à nous donner de l'eau, de l'électricité, de la nourriture sur notre table, les hôpitaux de référence, les routes et tout ça. D'ailleurs, en passant, nous saluons le maire de la ville de Douala, n'est-ce pas, qui nous démontre encore que le Douala ne peut pas sortir de l'auberge avec ses routes spéciaux. À chaque bout de route, vous avez un nid d'éléphants. C'est les couchettes des éléphants maintenant. Ce n'est plus les nids de poules. Parce que la poule, lui, gratte quand même les ongles de la poule. Ils ne peuvent pas gratter le goudron comme ça a gratté le goudron de la ville de Douala. Ce n'est que l'éléphant qui peut faire la qualité là. Donc les éléphants ont créé des nids sur nos routes à Douala. Bon, pas seulement à Douala, mais même à Yaoundé. D'ailleurs, même nous profitons aussi pour saluer le ministre des Travaux publics qui nous a gratifié des routes assez spéciaux, n'est-ce pas? Vous savez que pour aller à l'université là-bas, à PK17, c'est le calvaire. D'ailleurs, nous allons enterrer les morts des étudiants et des enseignants qui ont été tués sur la route. Vous voyez un peu, sans compter pour ceux qui vont à Yabassi, c'est encore un autre... D'ailleurs, il y a une société là-bas qui a pris ses 11 millions, il a empoché et il est parti. Et on a résilié son contrat. Vous vous rappelez quand même? Oui. Oui, ou même dans une vidéo, il demandait aux Chinois qui faisaient l'axe, la pénétrante Est, qui vous a donné le marché? Vous avez appris à faire les routes où? Un ministre des Travaux publics qui demande à un entrepreneur où il a appris à faire les travaux, qui attribue les marchés de routes. Donc, c'était une légère digression pour vous dire que c'est incroyable, c'est impensable. Donc, ils nous ont jamais rien apporté. Et vous savez qu'il y a le contrat C2D.
Oui. Le contrat C22 a fait le pont, vous connaissez le pont de Mbaya, non? Vous appelez Sable. Oui. Sable. Le pont là, il y a le pont là. Mais vous voyez un pont qui se noie. Il y a un pont qui se noie là-bas. Quand il pleut là-bas, on transporte, même les véhicules sont transportés. Donc on transporte les véhicules pour qu'ils ne se noient pas dans l'eau. Vous voyez qu'il n'y a même plus de route en fait. Pour aller, Bonamou, ça est carrément coupé quand il pleut véritablement au niveau de Sable. Donc personne ne peut plus aller à Bonamou Sadi. Il faut seulement aller passer peut-être par Bédi là-bas pour arriver à Bonamou Sadi, pour essayer. Mais même jusque-là, ça n'arrive pas. Donc c'est le contrat C22. Qu'on a donné l'argent à la communauté urbaine de nous faire les rigoles. Mais les rigoles sont inondées. Voilà, c'est le contrat C22. Et le pont sur le Vouri, n'en parlons plus. Un pont sur un pont. Et un pont qui se noie. On vous a compris, André Christelle Fanga. Terminons donc cette émission en mentionnant les analystes sur les plateaux de télévision françaises qui disaient le Mali n'aura pas plusieurs semaines à supporter le terrorisme après le départ de la MINUSMA. Le départ de la MINUSMA viendra renchérir et même renforcer l'insécurité sur le territoire malien. Si jamais la France n'était pas intervenue au Mali, le pays n'existerait plus, le Sahel serait complètement détruit. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à ces analystes, à ces annonceurs du terrorisme? Vous connaissez comment on appelle l'Europe? L'empire du mensonge. Quand vous êtes serviteur de Lucifer, de Satan, vous ne pouvez que mentir. Le diable est le père du mensonge. Et tous ceux qui veulent mentir, qui veulent vivre du mensonge, ne peuvent que être les fils de Satan. Et ce n'est que normal qu'aujourd'hui, les fils de Lucifer se retrouvent face à leurs mensonges. Le Mali est embrasé, le Mali est perdu, le Mali est divisé. Le Mali est comment aujourd'hui? Le Mali a retrouvé l'intégrité de son territoire. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Une armée malienne forte, puissante, qui recoupait son territoire en moins de 2 mois. Et aujourd'hui, c'est les petits recoins maintenant qu'il faut dégager. Oui. Et les principaux djihadistes qui étaient là, tous ont fui. Les soi-disant leaders. S'ils n'ont pas été téléportés par les avions français ou bien la MINUSMA, comme d'habitude. Vous savez que c'est les champions de transport des rebelles et des présidents élus dans leurs hélicoptères et dans leurs chars. Vous vous souvenez de David Dacko en Centrafrique. Vous vous souvenez de la rébellion de Ouattara. D'ailleurs, c'est les chars onusiens qui transportaient les rebelles du Nord pour les amener à Abidjan. Donc, vous comprenez que en réalité, ce n'est pas des gens qui venaient pour nous aider. C'est des gens qui sont venus plutôt pour nous détruire. Et davantage, ils cherchent des stratégies comment nous détruire. Donc, ils ne peuvent que débiter leurs mensonges. Ils ont déjà dit quoi de vrai d'abord un jour. Parce que quand vous avez un RFI, Radio France Intoxication, donc quand vous suivez RFI, vous vous intoxiquez. Donc si vous ne voulez plus subir de l'intoxication informationnelle, ne suivez plus RFI. France 24. France 24, champion du mensonge. Qu'est-ce qui de palpable que France 24 a dit concernant l'Afrique et qui s'est avéré vrai? Et leurs panélistes ou bien leurs analystes, leurs experts. Et d'ailleurs, vous avez suivi l'ancien directeur général de la DGSE. Alain Juillet. Alain Juillet. Qui a dit beaucoup de choses. En préparation aux différents coups d'État qui devaient même avoir au Cameroun et au Tchad. Oui. Mais c'est parce qu'ils ont déjà programmé. N'est-ce pas? Mais ces statistiques au Mali ont échoué. Parce qu'il dit on chasse la France partout. Bon, il y a à exception dans certains pays, on ne les chasse pas. Mais non, on chasse la France partout. Même au Tchad, même où ils résistent là, on est en train de les chasser. Il y a eu des mouvements au Tchad pour chasser l'armée française, la base française. Donc ils sont pour chasser et chasser partout. Donc ils sont nombreux ces analystes français qui sont dans le mensonge. C'est des fils du diable. Ils sont dans le mensonge au quotidien. Ils n'ont jamais dit la vérité sur l'Afrique. En complicité avec Gutiérrez, n'est-ce pas? Ils ont dit que l'Afrique va mourir de coronavirus. Qu'on va ramasser les cadavres en Afrique comme
Isaac ramasse la poubelle dans nos quartiers. Mais l'hécatombe a eu lieu où? Aucun pays en Afrique n'a eu véritablement le Covid. En fait, même c'était les assassinats ciblés. Parce que le Covid, soi-disant ceux qui avaient la phobie du Covid, on prenait clé à soigner, c'est ici, non? Allez demander à Eva Djibo. Monseigneur Cléda, oui. Mais allez demander à Eva Djibo, non? Il a eu le Covid, non? Cléda ne lui a pas donné les remèdes, c'est fini. Ils sont nombreux. Les Mpoulbetara soignants à Yaoundé, non? Les soi-disant les malades de Covid. Mais le directeur général de l'OMS, le secrétaire général de l'ONU et certains experts français, et en compagnie de Macron et leurs experts qui voulaient nous vendre les vaccins à tout prix, nous ont dit que non, il faut que on envoie beaucoup de vaccins en Afrique parce que vraiment sinon on va mourir. Et là, qu'en plus, Manaouda Malachi nous a fait vacciner, passer le temps à rabâcher les oreilles des gens. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Les résultats du vaccin sont où? Chez eux, en France, on est en train de poursuivre les sociétés de vaccins actuellement. Aux États-Unis, même chose. Parce que ça a été un gros mensonge, le mensonge du siècle. Donc, ils ne peuvent... J'ai dit, c'est l'empire du mensonge. Ils nous ont longtemps menti. Ils nous ont menti sur la politique. Ils nous ont menti sur l'économie. Ils nous ont menti sur tout. Donc, ils ne vont que mentir sur les statistiques comme cela, que le djihadisme et le terrorisme vont prospérer. Mais une seule chose, un seul conseil. Si nous, les Africains, nous décidons de mettre fin au djihadisme, au terrorisme, nous allons mettre. Parce que la plupart, c'est de nous-mêmes qui nous nous divisons pour des intérêts égoïstes. Et que ceux qui dirigent et ceux qui ne dirigent pas se mettent ensemble pour sauvegarder les intérêts de la nation, de la patrie. Merci André Christelle Fanga pour ces analyses. Sur ce plateau, on a avec vous pu revisiter 3 actualités, voilà, et sans oublier vos différentes parenthèses ouvertes lors de nos échanges. Au Libéria, Georges Weah cède la place à Joseph Boakai. Et puis au Tchad, plus de 400 militaires seront donc acheminés de ce côté-là, déployés au Tchad en 2024 pour venir, selon la Hongrie, soutenir le Tchad dans sa lutte contre le terrorisme et lutter contre l'immigration de ce côté-là. On n'oublie pas à Kidal, un charnier qui a été découvert dans la région. Les forces armées maliennes ont donc ouvert une enquête afin de retrouver les responsables et les faire passer devant la justice. Merci à tous de nous avoir écoutés sur notre radio, For You Radio, la radio panafricaine, de nous avoir regardé sur For You TV, ainsi que sur nos différentes plateformes. On se retrouvera très bientôt. Les programmes et l'information se poursuivent. André Christelle Fanga, à bientôt. À bientôt, madame. Merci à la partie technico-artistique. Au revoir à tous.